Bonsoir à tous, je suis Jonathan Langlois et je suis très heureux de vous accueillir au pied de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour cette émission inédite consacrée aux dernières images marquantes de la préparation de la réouverture de la cathédrale. Pendant 1 heure, grâce à nos invités qui sont au plus proche de cette actualité, nous allons vous présenter les derniers aménagements de la cathédrale, les derniers travaux, les derniers choix qui ont été faits. Et juste avant de les retrouver en plateau, je vous propose de revenir en images justement sur les derniers faits marquants de ces travaux qui préparent la réouverture de l'édifice. A tout de suite. Nous voici en plateau, comme promis, avec nos 2 premiers invités, Monseigneur Olivier Ribado-Dumas, bonsoir. Bonsoir Jonathan. Vous êtes archiprêtre, recteur archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et Monsieur Robert Leblanc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de la Fondation Notre-Dame. Alors vous êtes nos 2 premiers invités, et évidemment à 8 mois de la réouverture, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est où en est le chantier ? Où en sont ces aménagements dont on parle tant ? Peut-être vous donner la parole d'abord, Robert, pour nous partager un petit peu ces grands marqueurs des derniers mois et nous montrer un petit peu une vue globale sur ces travaux. Alors, les marqueurs des derniers mois, c'est qu'il y a eu 2 phases. La première, qui était celle de la sauvegarde du bâtiment, la deuxième, celle de la restauration, et qui va jusqu'au 8 décembre prochain, date dont Olivier Ribado-Dumas nous reparlera, bien sûr, puisque c'est une date absolument clé pour la vie de la cathédrale. Donc, les travaux se déroulent bien et la Fondation Notre-Dame, qui, je le rappelle, a 30 ans d'existence, même un peu plus, n'a pas été créée à l'occasion de l'incendie, mais a été choisie par l'État comme l'une des 3 grandes fondations collectrices. Elle a collecté 380 millions d'euros, donc une grosse part du total. Et ce total couvre la phase 1 et la phase 2 de restauration. Et ce qui est important de dire, c'est que tous les dons qu'on a reçus pour les dégâts de l'incendie, réparer les dégâts de l'incendie, auront servi avant la réouverture. Les grands mécènes qui s'étaient engagés sur des montants importants pourront accompagner les travaux qui suivront, puisque tout n'est pas terminé au moment de l'ouverture. Donc on l'a compris, c'est grâce à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qui ont participé, qui ont fait un don que cette préparation de la réouverture est possible. Est-ce qu'on peut parler un petit peu justement de ces travaux? Où est-ce qu'ils en sont? Cet argent, ces dons qui ont été investis, ils servent à quoi et où en sommes-nous? Ceux qui sont à Paris et ceux qui sont passés près de la cathédrale il y a peu de temps ont découvert que dans le ciel de Paris, la flèche, à nouveau, avait réapparu. Et c'est sans doute ce qui est le plus symbolique, puisque la destruction de cette flèche avait été quelque chose de très traumatisant. Et donc la réapparition de la flèche avec son aiguille qui maintenant est couverte de plomb, et le déséchafodage progressif de l'ensemble de cette flèche laisse percevoir que vraiment les choses avancent. Par ailleurs, des tas de détails se laissent voir maintenant, les pignons, des statues. Ce qui est le plus symbolique, c'est certainement la flèche. Ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui est à l'intérieur, puisqu'on ne peut pas rentrer à l'intérieur de la cathédrale. Mais la cathédrale a retrouvé une grande blancheur, l'éclat des peintures est assez magnifique, les vitraux sont là aussi.
Et il y a tout un travail en ce moment qui est essentiel, mais qui est très, très secret, discret. C'est le passage de tous les câbles qui sont nécessaires pour tout, que ce soit l'électricité, que ce soit le chauffage, tout ça. Donc on a creusé le sol de la cathédrale, on le referme, et quand on creuse dans la cathédrale, il y a des travaux d'archéologues qui ont terminé en grande partie leurs travaux. Et donc tout cela avance selon le programme qui était préétabli. Vous êtes rentrés tous les deux dans la cathédrale Notre-Dame de Paris? Le recteur, bien sûr, mais j'ai eu cette chance aussi en accompagnant les mécènes qui font partie des rares personnes qui ont, en dehors de ceux qui y travaillent, qui ont pu visiter. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on rentre dans cette cathédrale qui est à la fois vide et pleine de son histoire et en même temps en restauration? Ce qu'on ressent, je ne sais pas, la première chose, c'est la beauté. Et la deuxième chose, c'est le monde qui y travaille. Il y a 500 personnes tous les jours. Et donc, on est saisi par ce bruit, ces mouvements. C'est un chantier du 21e siècle pour remettre en état un bâtiment qui a 800 ans et qui va être conforme à ce qu'il était avant l'incendie. C'est plus beau que jamais, comme on a dit. Ah oui, mais alors quand on voit la taille de l'édifice, justement, qui est vide en ce moment pour ce passage de câble, comme on se demande, comme moi je me demande, comment vont être réinstallés tout ce mobilier, comment ça va être réaménagé. On ne peut pas tout faire d'un coup et on parle d'espaces très très grands. Oui, mais en même temps, les travaux ont commencé il y a plus de 4 ans maintenant, hein, donc un énorme chemin a été parcouru. On voit bien que les opérations sont très cadencées, hein. Tout est très prévu au jour près, quelquefois à la demi-journée près, pour être sûr qu'on arrive à la réouverture le 8 décembre. Ces travaux, ils vont se passer. Nous allons, l'affectataire, la cathédrale, moi je suis le recteur, je suis l'affectataire, c'est-à-dire que je suis celui qui a la responsabilité de l'organisation du culte à l'intérieur de la cathédrale. L'affectataire va pouvoir prendre possession des premiers éléments dans la deuxième quinzaine d'avril, c'est-à-dire sur les tribunes en haut. Une partie de la cathédrale donc va nous être donnée, on va pouvoir travailler par rapport à ça. Parce que il y a le chantier général de restauration, et puis à l'intérieur de ce chantier, il y a le chantier que le diocèse de Paris a, qui est l'aménagement liturgique, sur lequel on pourra revenir, les différents éléments du mobilier, les chaises, l'aménagement des chapelles, la signalétique, la lumière, le son, etc. On va reparler de tout ça, parce qu'il y a plein de choix qui ont été faits, et on va accueillir juste après les artistes, les artisans qui participent à ces choix. Et donc, il faut que notre chantier s'articule à l'intérieur de l'ensemble du chantier. Donc là, nous sommes à cette phase d'articulation, parce que nous arrivons en dernier. Il faut faire, avant de mettre le papier peint, il faut faire les murs, hein. Et donc, nous, on s'occupe de tout ce qui est en dernier, les ampoules, mais il faut pour ça que les câbles soient mis, pour être très schématique. Donc voilà, on essaye en ce moment d'articuler notre chantier à l'intérieur du chantier de la cathédrale. Vous parliez, je vous redonne la parole parce que vous parliez au tout début de notre émission des dons que vous collectez et qui permettent justement la préparation de tout ce réaménagement de la cathédrale. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il reste peut-être à financer? Je ne sais pas si on peut poser la question comme ça, ou quels sont les grands enjeux encore de ce réaménagement d'un point de vue même financier, parce que toutes les personnes qui nous regardent contribuent aussi à ce dont on est en train de parler. Oui, c'est une question importante. J'ai donné quelques chiffres tout à l'heure qui concernent l'édifice. Et donc l'argent que nous reversons à l'établissement public, des dons que nous avons reçus des donateurs et des mécènes. C'est la partie principale, c'est le bâtiment, mais l'essentiel ensuite pour nous, c'est de le faire vivre. Et ça ne concerne pas l'établissement public, ce sont donc des dons que nous recevons pour le fonds cathédral et qui va financer le mobilier liturgique, les chaises, l'éclairage, le son, tous les équipements techniques, les espaces de service, tout un ensemble de choses, certaines très belles, d'autres purement utilitaires, mais on a besoin de tout ça pour que l'Église soit vivante. Et donc nous collectons encore de l'argent pour ça, bien sûr. Une partie des dons des mécènes peuvent être orientés vers cette partie-là, mais nous avons encore besoin de couvrir des dépenses qui sont importantes. Quand on pense justement aux donateurs, il y a eu des dons qui sont venus du monde entier. Est-ce que les Français ont massivement contribué à ce réaménagement, à cette reconstruction de Notre-Dame de Paris ? Oui, merci de poser la question. Le monde entier a été ému et des dons sont venus du monde entier. Le diocèse avait créé une fondation américaine qui a été active et qui a apporté aussi des fonds importants. Mais il faut quand même rappeler que les Français, les premiers concernés, avec beaucoup de fierté, ont apporté 90%, plus de 90% des fonds nécessaires à la restauration de la cathédrale. Et maintenant, pour les aménagements, c'est quand même aux Français d'être au premier rang. Ça montre un petit peu, en tout cas, le lien, s'il le fallait, que les Français entretiennent encore avec l'édifice. Et je pense qu'on va voir un engouement au moins à la hauteur de ce lien lors de la réouverture. Je vous propose de découvrir maintenant une première petite capsule vidéo. Il va y en avoir plusieurs pendant notre émission.
d'une personne qui est concernée, comme vous, de très près par la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est Monseigneur Laurent Ulrich qui a tenu à nous dire ces quelques mots. Il y aura là 6 mois au cours desquels on pourra se dire ce sont les mois de la réouverture de Notre-Dame. Évidemment, il se passera pendant ces jours-là la même chose que ce qui risque de se passer après, mais ça veut dire, voilà, comme tout le monde ne peut pas entrer là le premier jour, ben, ceux qui y entreront le 12 mars ou le 15 avril, eh bien, ils pourront se dire c'était la réouverture et j'ai participé au premier moment de la réouverture de la cathédrale, parce que évidemment, on ne pourra pas avoir les 15 millions de visiteurs le premier jour. Évidemment, il y a les 3 jours de la réouverture proprement dite, 7, 8, 9 décembre. Il y aura, c'est une vraie habitude dans la foi chrétienne et la célébration chrétienne de dire le premier jour dure 8 jours, ça s'appelle une octave. Pendant 8 jours, on répète un peu les mêmes choses pour bien se pénétrer de l'importance de ce qu'on a vécu. Voilà. Et pendant cette octave, nous inviterons des catégories de personnes plus particulièrement. Je pense aux pompiers, je pense aux pompiers qui ont sauvé la cathédrale le 15 avril 2019, je pense à tous les gens qui auront travaillé dans cette... voilà, je pense aux donateurs, je pense aux liturges, je pense à Musique Sacrée à Notre-Dame. Tous ceux-là seront évidemment très fortement invités. Je pense aussi aux personnes qui travaillent pour le diocèse, qui auront droit bien sûr à une invitation, et je pense aussi à tous ceux qui sont rencontrés par ces associations de solidarité, donc auprès des plus précaires. 339 000 donateurs, c'est quelque chose de très considérable. Il y a peu de causes qui permettent à 330 000 personnes de donner sur le même objet. Voilà. Et donc, ils sont bienvenus parce que c'est très important pour nous de savoir qu'il y a eu une vraie conspiration bienfaisante pour faire revivre Notre-Dame, qui est un tel symbole, au-delà, bien sûr, des catholiques, au-delà des Parisiens, au-delà des Français. Cette église est un tel symbole fort que je trouve très très beau qu'il y ait eu tant de gens qui aient voulu contribuer. Alors, beaucoup ont contribué financièrement, beaucoup, et peut-être davantage encore, ont contribué par leur prière. Et ceci aussi, ça fait partie du même ensemble, la contribution, c'est-à-dire le souhait que Notre-Dame revive, a été porté par des millions de gens. Et c'est formidable, c'est un signe extraordinaire dans notre société. Merci Monseigneur Ulrich pour ces quelques mots. Robert Leblanc nous a quittés, mais il nous rejoindra à la fin de l'émission pour répondre à vos questions, à toutes celles que vous nous avez posées et que je poserai à Robert Leblanc et à Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas en fin d'émission. Mais juste avant, comme promis, nous allons parler avec Monseigneur de ces aménagements de la cathédrale. Qui dit aménagement dit artiste, dit artisan. Et justement, on a envie d'entendre un petit peu ces artistes avant de vous laisser réagir. Je vous propose de regarder ce petit reportage avec Yona Vautrin, qui va justement nous présenter son projet. C'est elle qui a conçu les chaises qui seront dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. On découvre le reportage et on se retrouve juste après. Le diocèse nous a demandé des choses très spécifiques, notamment il fallait une chaise empilable, une chaise qui s'attache les unes aux autres pour créer des rangées bien rectilignes et créer des couloirs, des passages dans la nef, une chaise robuste évidemment, une chaise accueillante. L'idée c'était que cette chaise finalement soit assez modeste et s'efface au profit non seulement de l'architecture, mais aussi du mobilier liturgique et de toute la rénovation incroyable qui a été faite sur la cathédrale. Pour concevoir cette chaise, il y a évidemment 2 points très importants. C'est le côté très pratique, on va dire fonctionnel de la chaise, mais aussi tout le côté symbolique. Yona nous a envoyé le dessin et à partir de ce dessin-là, nous avons essayé de traduire techniquement en respectant tous les aspects design. On a essayé de traduire sa volonté et ses effets. Et voilà, j'ai voulu réinjecter ces éléments un peu architecturaux dans cette chaise.
Donc on voit qu'à l'arrière de la chaise, il y a une arche qui se dessine, une section ronde à l'image des piliers, colonnes et colonnettes. Et puis j'ai décidé de travailler sur une architecture de chaises à barreaux qui viennent une fois de plus rappeler un peu ces colonnes, colonnettes. Ça peut aussi évoquer les vitraux puisque ça lui permet d'être assez transparente dans la cathédrale. Et puis s'il y a un ray de lumière qui passe, de venir un peu créer une ombre portée qui pourrait rappeler l'idée d'un vitrail. On a visualisé un petit peu le lieu, on a commencé à poser la chaise dans le lieu. C'était un exercice intéressant, pas toujours facile parce qu'il y avait encore beaucoup d'échafaudages. La deuxième fois par contre, une partie de la nef était débarrassée de ces échafaudages. La lumière commençait à rentrer au travers des vitraux de Notre-Dame et on a pu à ce moment-là ajuster nos teintes et voir quelle teinte il fallait expressément retenir pour s'assortir au sol, au mur, aux lumières et aussi au mobilier liturgique qui rentrera dans les lieux. Maintenant que je la vois dans la manufacture, en train d'être produite, j'avoue que c'est beaucoup d'émotions. Quand on est designer, on est passionné par la façon de construire les objets. C'est vrai que de voir tous ces gens travailler à la fabrication, c'est très touchant. Mais pour l'instant, on est au travail et l'important, c'est vraiment de faire un travail de qualité qui réponde aux attentes à la fois du diocèse, des visiteurs et de tous les gens qui viendront visiter l'édifice. On est de retour justement sur le plateau avec Monseigneur Ribado-Dumas. On vient de voir le magnifique travail de Yona Vautrin qui a été sélectionné justement pour concevoir ces chaises. Juste avant de parler de ces chaises, une première question. Quand on pense à l'incendie de Notre-Dame de Paris, on ne pense pas forcément à tout le réaménagement de Notre-Dame de Paris. Pourquoi avoir tout changé et pourquoi tout réaménager ? La réponse est assez simple, parce que lorsque la flèche s'est effondrée, la voûte s'est effondrée et elle a écrasé l'autel. L'autel qui avait été construit par Jean Touré à la demande du cardinal Lustiger. Et que le souhait des archevêques successifs de Paris, ça a été de dire si on reconstruit un autel, reconstruisons un ensemble de mobilier liturgique. Donc, c'est les 5 éléments du mobilier liturgique. En ce qui concerne les chaises, elles n'ont pas été détruites par le feu, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais en revanche, comme il y a beaucoup de plomb qui a fondu à la suite de l'incendie, toutes ces chaises sont plombées. Et donc, on ne peut pas s'en resservir. Et donc, il a fallu construire et dessiner un nouveau modèle de chaise. Alors quand on regarde justement ces chaises et qu'on découvre le travail, moi je fais partie de, comme tous les Français, tout d'un coup on voit les chaises. J'imagine qu'il y a eu tout un travail préparatoire. Comment ça s'est déroulé avec Yona Vautrin justement pour réaliser ces chaises ? Alors avant qu'il y ait Yona Vautrin, il y a eu un appel d'offres qui a été fait, c'est-à-dire que nous avons sélectionné 5 designers pour leur proposer de proposer un projet pour ces chaises. Et puis, autour de l'archevêque, il y avait ce qu'on appelait un comité artistique, c'est-à-dire 18 personnes choisies par le ministère de la Culture, le diocèse, avec des experts, qui ont discuté sur les 5 artistes et le projet des uns et des autres. Et 2 ont été retenus au final pour vraiment créer des prototypes. Et puis, après de nouvelles discussions, l'archevêque a choisi la chaise de Yona Vautrin. Ce que, dans le reportage, Yona n'a pas dit, c'est que nous avions dit que nous souhaitions que ces chaises, dans une expression peut-être un peu bizarre, soient silencieuses. C'est-à-dire qu'elle s'efface effectivement devant le mobilier liturgique, parce que le mobilier est plus important, mais qu'elle s'intègre en même temps dans l'architecture sans avoir une présence trop importante. J'allais vous poser la question justement sur le cahier des charges. Vous avez dit silencieuse. C'était quoi le cahier des charges de ces chaises ? J'imagine qu'il y a des aspects logistiques, il y a des aspects visuels. Oui, donc il fallait qu'elle s'intègre avec le mobilier liturgique, mais avec l'architecture de la cathédrale. D'autre part, comme ces chaises sont assez souvent transportées, il y a 1500 chaises dans la cathédrale, mais on en enlève à peu près un bon tiers dès le dimanche soir pour que dans la semaine, les visiteurs puissent circuler plus facilement. Donc il fallait qu'elles soient transportables, empilables, aisément maniables, qu'elles soient robustes, etc., qu'elles puissent ne rayent pas le sol. Donc il y avait des tas de questions logistiques. Et qu'elle soit fonctionnelle, c'est-à-dire que voilà, il faut qu'on soit bien assis dans une chaise. La messe c'est pas long, quelquefois l'homélie ça peut paraître long quand la chaise n'est pas confortable. On voit que vous avez même pensé au confort des chaises pour les homélies, donc on verra si le travail est allé jusqu'au bout. Vous avez parlé de Guillaume Bardet rapidement. Je vous propose justement qu'on parle un petit peu de lui, parce que justement, l'hôtel qui avait été réalisé par Jean Touré, je cherchais justement, pour ne pas écorcher son nom, en 1989, avait été fortement endommagé par l'effondrement de la voûte, et il convenait, comme vient de le dire Monseigneur, de réfléchir à un nouvel ensemble pour ce mobilier liturgique. Et donc ça a été confié, comme on le disait à l'instant, à Guillaume Bardet. L'artiste a justement tenu à répondre à nos questions et on se retrouve juste après en plateau pour en parler plus profondément.
La première question, c'était déjà avec quel matériau j'allais travailler. Parce que moi, j'ai fait des choses en pierre, j'ai fait des choses en bronze déjà, beaucoup, et les deux. Je savais que c'était forcément l'une de ces deux matières, parce qu'il fallait qu'il soit une matière qui soit immuable dans le temps, qui ne s'use pas, qu'on puisse, qu'elle soit là dans 100 ans, dans 200 ans. C'est quand même un travail sur le temps qui passe, le travail du mobilier liturgique. Et c'est vraiment la visite dans Notre-Dame où j'ai vu cette présence minérale, cette présence de la pierre tellement forte que je me suis dit que pour contrer ce minéral, il ne fallait pas que je travaille avec de la pierre. Et donc c'était juste de faire un petit pas de côté et avec le bronze, immédiatement les pièces existaient dans Notre-Dame. Voilà, donc on a ces pièces, simplement le fait qu'elles soient en bronze, on les voit et on comprend que c'est un ensemble cohérent. Je suis moi-même très impressionné par l'ampleur de ce projet et l'ampleur symbolique énorme qu'est ce projet. Donc quand j'y pense, c'est un peu vertigineux. Mais depuis, j'essaie de ne pas trop y penser et d'être dans le présent et de faire ce que je dois faire au présent. Je dirais qu'on verra ça plus tard. Voilà. C'est quelque chose que je découvrirai plus tard. C'est évidemment une aventure de ma vie et ça va évidemment au-delà d'une aventure personnelle. Moi, je suis fils d'historien. Donc je pense que mon père m'a appris le sens de l'histoire. On a souvent été visiter des églises, des cathédrales ensemble avec mes parents. J'ai été élevé dans une famille chrétienne et donc après ça a été d'écouter et aussi moi qu'est-ce que j'avais à dire là-dessus, moi en tant qu'auteur, en tant que créateur, comment j'allais interpréter les choses. Il fallait que le projet fonctionne avec le passé, le présent et le futur, qui englobe les trois temporalités. Et donc pour moi la réponse était évidemment une forme d'évidence et de simplicité. Il fallait au contraire être très simple et très évident pour que ça fonctionne tout le temps. Donc après j'ai fait mon travail d'auteur en fait, qui est, je pense que la réponse c'est ma réponse à moi, une réponse la plus honnête possible avec moi-même. Voilà. Il fallait que ce soit un travail qui réponde à tout ce qu'on a dit, mais qui réponde aussi à moi et que je sois fier de ce travail et que je puisse le regarder jusqu'à la fin de ma vie en me disant ça va, j'ai fait le boulot le mieux possible que je le pouvais et ça a été la chose la plus importante. Ne pas simplement faire des choses pour faire plaisir ou quoi que ce soit, non. Faire aussi une réponse qui me corresponde et qui me ressemble. On sent, Monseigneur, que Guillaume Bardet est habité par ce projet, qu'il y met toutes ses tripes, qu'il y met tout son talent. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, vous qui le connaissez, comment il approche ce travail qu'il a fait, ce travail de simplicité? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du processus avec lui? Ce qui a été merveilleux, c'est que pendant 6 mois, nous avons accompagné les différents lauréats et qui étaient appelés à concourir pour le mobilier liturgique et donc à les questionner sur leur motivation, mais aussi sur la manière dont ils appréhendaient les choses. Aujourd'hui, voilà, c'est Guillaume Bardet qui a réussi à cet appel d'offres, qui l'a remporté, qui construit donc ce mobilier. Ce mobilier, on voulait qu'il ait, l'archevêque le disait, une noble simplicité. Cette expression, elle vient du Concile Vatican II, qui parle de la noble simplicité de la liturgie. Il y a une noblesse et il y a de la simplicité. Et je pense que ce que dit Guillaume sur le fait que le bronze ne veut pas rivaliser avec la pierre a été un élément aussi assez important dans le choix que nous avons fait. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, peut-être pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, quand on parle de mobilier liturgique, on parle de quoi? Alors, de fait, il y a 5 éléments qui sont essentiels et que construit Guillaume Bardet. Le premier, c'est le baptistère, qui sera à l'entrée de l'église, et c'est une nouveauté. Le baptistère sera à l'entrée de la cathédrale pour signifier l'importance de la vie chrétienne, et on entre dans la vie chrétienne par le baptême. Et puis, prolongeant la nef, il y aura à la croisée des transepts l'autel, qui sera à la même place qu'était l'autel précédent, différent dans sa forme, mais avec une même élévation. Et puis, si on continue encore au fond de la cathédrale, sur l'autel de Viollet-le-Duc, il y aura le tabernacle, donc qui renfermera en lui-même le ciboire dans lequel il y a le corps du Christ. Et puis revenons un peu en arrière, à côté de l'autel, au pied de la statue de Notre-Dame de Paris, il y aura l'ambon d'où seront proclamées les lectures.
Et puis en face, du côté nord, il y aura ce qu'on appelle la cathèdre, donc le siège où l'évêque va s'asseoir, qui est le siège, le signe même de son autorité, entouré de 2 sièges pour ses assistants. Donc c'est 5 éléments principaux qui forment le mobilier liturgique nouveau de la cathédrale. Et là, quand on parle de tout le mobilier liturgique, on a parlé juste avant des chaises. Comment on prend en compte une homogénéité de tout ça? Parce que dans quel ordre on fait les choses? On fait les chaises en fonction du mobilier liturgique. Il y a un mobilier liturgique plus important que les autres. Comment on fait? La pièce centrale, c'est l'autel. La pièce centrale, c'est l'autel parce que l'autel, c'est le Christ. Il symbolise le Christ. Donc c'est l'autel qui est, parmi les 5 éléments du mobilier liturgique, qui est la pièce la plus importante. Et puis après, on voit les autres éléments. Mais c'est cet autel qui donne un peu le ton global. Après, Yona Vautrin, on a veillé à ce que justement les chaises puissent s'harmoniser, notamment sur la teinte. La teinte, le bronze, il peut avoir différentes teintes, et le bois, le chêne que Yona utilise, elle peut avoir différentes teintes. Donc, par les teintes aussi, on peut articuler les différents éléments de ce mobilier. Mais il n'y a pas que ça aussi. Moi, j'aimerais juste dire un tout petit mot du reliquaire qui va abriter la couronne d'épines et que Sylvain Dubuisson a dessiné, qui sera une œuvre monumentale, extrêmement belle, en bois, avec des cabochons de verre et d'or, pour recueillir la plus insigne des reliques de la Passion, la couronne d'épines du Christ, et que les millions de visiteurs pourront voir, pourront toucher peut-être ce reliquaire, je le souhaite en tout cas, et qui pourront vivre ainsi une expérience spirituelle forte, parce que c'est ça que je souhaite qu'ils puissent vivre à l'intérieur de la cathédrale. Alors merci beaucoup Monseigneur pour ces explications. On va vous retrouver tout à l'heure, mais on a parlé du mobilier, il y a aussi toute une vie artistique dans la cathédrale lors de sa réouverture. Dans quelques mois justement, la vie de Notre-Dame va reprendre. Elle sera rythmée par la maîtrise, elle sera rythmée aussi par les voix graves des orgues. Et justement, pour en parler, je vous propose de nous suivre dans ce reportage où nous sommes allés à la rencontre des jeunes choristes de l'ensemble la semaine dernière, lors d'une de leurs répétitions à 8 mois de la réouverture. Vous allez voir comment ils se préparent à réenchanter l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'orchestre s'accorde. Je m'appelle Rebecca, je suis soprano, j'ai 21 ans, c'est ma 4e année à la maîtrise de Notre-Dame de Paris. Je m'appelle Mathieu, j'ai 25 ans, je suis basse et c'est ma 3e année à la maîtrise de Notre-Dame. Moi j'ai commencé le chant à 11 ans, j'entendais parler beaucoup de la maîtrise de Notre-Dame par les plus anciens qui étaient à la maîtrise de Radio France. J'avais envie de continuer dans le chant. Je me suis dit pourquoi pas aller dans cette école qui a une très bonne réputation avec des super profs, des super projets. À la fois une école de chant où on apprend à chanter tout seul, mais où il y a une grande part de chant ensemble, en chœur. Il y a les 2 pôles, quoi. Il y a le pôle du chœur, on fait beaucoup d'ensemble, et après il y a aussi le pôle plus soliste. On a 2 cours d'interprétation, interprétation moderne et interprétation de musique ancienne. Il y a de l'harmonie, il y a de la direction de chœur, aussi du récitatif. On a aussi un cours entre le pupitre de basse et le pupitre de soprano pour vraiment créer un son et se connaître mieux en tant que chanteur individuel, quoi. On a hâte de pouvoir dire qu'on a été à la maîtrise de Notre-Dame en chantant à Notre-Dame. On s'entraîne 2 à 3 fois par semaine. On a déjà commencé à s'apprivoiser les pièces pour les donner à Notre-Dame. Ce qui me touche le plus, c'est l'aspect historique, le fait que ça représente tant de choses pour tant de monde qui seront autour de nous, qui nous verront. Ça donne beaucoup de sens au fait que moi je vais chanter dedans quand ça réouvrira pour un lieu qui est important pour le monde entier, quoi. Cette année, et les années précédentes d'ailleurs, on chantait les offices à Saint-Germain-l'Auxerrois, comme Rebecca l'a dit, et les concerts à Saint-Eustache, donc, qui eux aussi ont été très, très gentils de nous accueillir pendant plusieurs années. Et là, quand la cathédrale va réouvrir, ce sera un lieu où on fera tout. Et du coup, ça va être un peu une nouvelle maison. Et se dire que cette nouvelle maison, c'est la cathédrale de Notre-Dame, ça fait quelque chose. Et donc, c'est ça qui fait qu'on a hâte, quoi.
J'accueille 2 nouveaux invités sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Henri Challet et Yves Castagnier. On a la joie de vous accueillir ce soir. Vous êtes respectivement le chef de chœur de la maîtrise et l'organiste de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ma première question, elle est pour vous. Comment la maîtrise se prépare à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris? C'est un long temps d'absence. Et en même temps, il va falloir tout de suite être à la hauteur de l'événement. Comment ça se prépare? Effectivement, c'était tout l'enjeu après l'incendie. C'était vraiment de pouvoir maintenir le savoir-faire de cette maîtrise, qui existe depuis plus de 850 ans maintenant. Et dès le lendemain de l'incendie, on a réfléchi à continuer cette dynamique dans la pédagogie, dans la musique et dans la liturgie aussi. Donc on a réussi à continuer toute la liturgie à Saint-Germain-l'Auxerrois. On continue encore en ce moment, donc ça va faire presque 5 ans maintenant. Et puis toute la saison de concert a été réorganisée complètement, après la crise du Covid aussi, avec beaucoup de concerts hors les murs, à la fois à Paris, en Île-de-France, en France et même à l'étranger, puisqu'on revient d'une tournée aux États-Unis qui a duré 15 jours au mois d'octobre, qui a été l'occasion pour la maîtrise d'aller aux États-Unis pour la première fois. Et donc, artistiquement et musicalement, on peut dire que la maîtrise est prête pour cette réouverture et évidemment impatiente. Mais alors, c'est quoi les enjeux de cette animation? Parce que quand on pense à la maîtrise, on pense aux offices. Mais en fait, vous ne faites pas que, d'une certaine manière, animer les offices. C'est quoi cette animation? Elle consiste en quoi? Alors, c'est 3 missions très simples et en même temps fondamentales, qui sont la première d'être une école de chant avec 150 élèves et étudiants. Donc il y a toute cette pédagogie à temps complet qui est à la maîtrise et qui est dispensée. Et l'aboutissement de cette pédagogie, c'est une saison de concert qu'on organise dans la cathédrale normalement, en ce moment hors les murs, avec pour la réouverture une saison qui sera complète avec chaque mardi soir un concert différent. Et donc évidemment il faut préparer tout cela. Et puis l'autre mission, la 3e mission évidemment, c'est toute la liturgie avec l'animation de plus de 1200 offices qui sont chantés musicalement par les chantres de la maîtrise ou les chœurs. Et vous êtes combien dans la maîtrise? On est 150, on se répartit les tâches évidemment. Les enfants ne chantent pas tous les soirs, mais par exemple le mardi ce sont les lycéens pour les vêpres, le mercredi ce sont les ténors et basses. Non, les sopranes alto du chœur d'adultes. Le jeudi, ce sont les ténors et basses du chœur d'alto. Et le vendredi, ce sont le chœur d'enfants. Donc, quoi qu'il se passe, peu importe le jour où on vient dans la cathédrale, on est sûr d'entendre la maîtrise de Notre-Dame de Paris. Oui, sous des effectifs qui varient évidemment, puisqu'on ne peut pas avoir les chœurs tout le temps. Il y a quand même des vacances scolaires. Quand il y a des concerts aussi, on essaie de ne pas surcharger les étudiants et les élèves. Mais il y a toujours de la musique, par la maîtrise évidemment, et aussi par la présence de l'orgue. Oui, justement, parce que Yves Castagnier, c'est vous, l'organiste de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est, j'imagine, à la fois un honneur et une grande responsabilité. Vous accompagnez cette maîtrise. Quelle est la place un peu de cet instrument? Est-ce qu'il est là constamment? Vous jouez tous les jours? Oui, je joue tous les jours. Alors, je suis l'organiste titulaire de l'orgue de chœur. Comme vous le savez, il y a deux instruments dans la cathédrale. Il y a le grand orgue qui va être que nous retrouverons donc à la réouverture dans toute sa splendeur, et l'orgue de chœur donc dont je suis le titulaire, qui lui a malheureusement beaucoup plus souffert de l'incendie, non pas de l'incendie lui-même, mais de l'eau, qu'il a toute une quantité très importante d'eau qu'il a reçue du fait de l'action des pompiers, et donc qui nécessite une reconstruction. Donc il faudra un petit peu plus de temps pour retrouver l'orgue de chœur, mais en effet c'est une mission à la fois très 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 riche et très prenante, puisque mon travail, évidemment, je suis là tout le temps. L'orgue de chœur est vraiment la cheville ouvrière de la liturgie à Notre-Dame. Le grand orgue participe bien entendu à toutes les grandes célébrations dominicales et aussi les grandes célébrations diocésaines, pour lesquelles aussi l'orgue de chœur est présent également. Mais en plus, l'orgue de chœur, lui, alimente et assure toutes les liturgies quotidiennes de toute la semaine. Et donc, c'est un travail vraiment, bien sûr à plein temps, mais quotidien pour moi. J'y suis tous les jours. Vous avez joué depuis 4 ans? Si j'ai joué depuis 4 ans. J'imagine, vous n'étiez plus dans Notre-Dame de Paris, alors où avez-vous joué depuis 4 ans? J'ai joué à Saint-Germain-l'Auxerrois, bien entendu. Donc vous avez continué de travailler ensemble? Bien sûr. Nous avons eu la chance de pouvoir continuer pendant ces 5 ans dans une église, alors évidemment, qui est une très très belle église, Saint-Germain-l'Auxerrois, moins grande certes que Notre-Dame de Paris, mais dont l'agencement est assez comparable quand on voit le chœur, et ça nous a permis de retrouver un petit peu des marques que nous avions à Notre-Dame,
Notre-Dame, et surtout la présence d'un orgue de chœur, avec pas mal de points communs avec l'instrument que nous avions à Notre-Dame. Et tout ça combiné nous a permis de continuer à travailler dans une certaine continuité quand même par rapport à ce que nous faisions à Notre-Dame. Merci infiniment d'être venu nous partager où vous en étiez tous les deux. On a hâte de vous écouter lors de la réouverture. Et nous donc. Et vous aussi, vous avez hâte. On a hâte, oui. Bon, c'est une hâte partagée alors. Absolument. Je vous propose qu'on continue l'émission. On va continuer de discuter un peu de cette préparation de la réouverture, parce que la réouverture, c'est aussi des millions de visiteurs qui vont rentrer dans Notre-Dame de Paris, et c'est un enjeu de sécurité et de flux, et on va en parler juste maintenant. Alors justement, je le disais, l'enjeu, c'est d'accueillir aussi les millions de visiteurs lors de la réouverture. Et pour ça, j'accueille à nouveau Monseigneur Olivier Ribado-Dumas. Merci de revenir à mes côtés, à nos côtés. C'est une joie. Elle est partagée. Alors comment se prépare cette réouverture, cet accueil du public? Il y a des enjeux logistiques, il y a des enjeux de sécurité. Il y a des personnes qui viennent pour prier, il y a des personnes qui viennent juste pour visiter, il y a des personnes qui viennent par curiosité. Comment on réfléchit à tous ces enjeux? Le premier enjeu, il est pastoral. C'est-à-dire que moi, je suis recteur, je ne suis pas chef d'entreprise, et mon souci, c'est d'accueillir. C'est que tous ceux qui rentrent dans la cathédrale se sentent accueillis. Et ceux qui vont rentrer dans la cathédrale, il y a des fidèles d'abord qui viendront pour les offices, pour prier, seuls, en communauté. Et puis, il y a des visiteurs. Vous savez, j'aime beaucoup ce mot de visiteur parce qu'il exprime que les gens qui sont à l'intérieur de la cathédrale sont invités à faire une visitation, c'est-à-dire une rencontre. Et ils sont invités à faire cette rencontre, la rencontre de la foi, par tous ceux qui prieront et qu'ils rencontreront, qu'ils verront, et aussi la rencontre de Dieu par l'art, puisque beaucoup d'œuvres d'art sont à l'intérieur de la cathédrale. Et donc nous préparons vraiment ça dans une dimension de témoignage de foi. Alors, après, vous imaginez bien qu'on n'accueille pas 14 ou 15 millions de personnes sans avoir notamment réfléchi à la gestion des flux, notamment réfléchi à la question de sécurité des personnes et à un chemin que les personnes pourront vivre et prendre pour pouvoir visiter cette cathédrale et permettre à chacun de le faire sereinement et de vivre là quelque chose de fort. Est-ce qu'on réfléchit, j'entends ce que vous dites sur les visiteurs, mais est-ce qu'on réfléchit à un parcours pour des personnes qui viennent plus visiter un édifice, même s'ils peuvent se laisser toucher, et des personnes qui viennent plus dans une démarche spirituelle? Est-ce qu'on réfléchit des parcours ou des accès différents, ou tout ça se fait dans un même mouvement? Alors, la cathédrale est limitée en espace, donc il y a un même mouvement. Les gens rentreront par le portail central, le portail du jugement dernier, qui est magnifique, et rentreront dans la cathédrale, et ils seront impressionnés par ce qu'on va redécouvrir et dont on n'a pas encore parlé, c'est que cette cathédrale a retrouvé une dimension étonnante, c'est-à-dire l'élévation gothique, et puis sa largeur, parce qu'autrefois les chapelles étaient totalement noires, et aujourd'hui les chapelles du Colateros sont blanches, et donc on voit toute la largeur de la cathédrale. Donc ils seront saisis par ça. Et ils seront invités à parcourir la cathédrale du nord au sud, c'est-à-dire symboliquement des ténèbres à la lumière, mais également et selon ce qu'on a voulu être un chemin de pèlerinage. Ce chemin de pèlerinage, il part de ce qui est invariant dans la cathédrale, ce qu'on appelle la clôture du chœur, dans le chœur des chanoines. Et du côté nord, c'est-à-dire quand on rentre dans la cathédrale à gauche, la clôture du chœur, elle parle de la vie publique du Christ. Et puis de l'autre côté, elle parle de la résurrection du Christ. Donc très logiquement, entre les deux, il y a la passion du Christ. Et c'est dans la chapelle axiale, dans la chapelle de l'Axe, que sera le reliquaire de la couronne d'épines. Et puis, pour parcourir, pour aller jusqu'au Christ, il y a tout l'Ancien Testament qui nous dit le Christ. Tous les personnages de l'Ancien Testament nous annoncent quelque chose de la venue du Messie. Et donc les chapelles de ce qu'on appelle le collatéral nord, donc tous les 7 chapelles qui sont au nord, avant le transept, eh bien, ce sont des chapelles qui seront dédiées à un personnage de l'Ancien Testament et aussi à un thème particulier. Il y aura Abraham et la bénédiction, avant il y avait Noé et la création, puis il y aura Isaïe et le service, David et la prière. Donc vous voyez, chaque chapelle a ce qu'on appelle une titulature, donc un thème qui est illustré par les œuvres qui seront à l'intérieur, et ce seront toutes des chapelles de dévotion, ce qu'elles n'étaient pas avant l'incendie. C'est-à-dire qu'on pourra rentrer à l'intérieur de ces chapelles pour y prier. Et puis du côté sud, en sortant de la cathédrale, suivant la résurrection du Christ, ce sera l'allée de la Pentecôte. Au nord, c'est l'allée de la Promesse. Au sud, l'allée de la Pentecôte. Chacune des chapelles sera consacrée à un ou une sainte en lien avec le diocèse de Paris et un des fruits ou un des dons de l'Esprit Saint. Et donc, c'est un parcours cohérent qu'on a voulu et en même temps qui met en valeur la dimension patrimoniale de l'édifice parce qu'à Notre-Dame, ce qui est de l'ordre du cultuel et ce qui est de l'ordre du culturel est totalement et intrinsèquement mêlé. Mais cette cathédrale, nous ne l'oublions jamais, a été bâtie pour le culte et pour la gloire de Dieu. Parce que justement, une question, c'est que vous connaissez bien ces enjeux, vous avez été recteur du sanctuaire de Lourdes. Et j'aimerais poser une question à l'homme de foi.
Par rapport à toutes ces réalités, vous, votre projet pastoral pour cette cathédrale, quel est-il? Est-ce que vous voulez en faire un lieu de plus axé sur la découverte, plus axé sur la prière, le recueillement, plus axé sur l'histoire, comprendre d'où elle vient? Quel est votre projet là-dessus? Mon projet, il est d'abord d'accueillir tout le monde et de permettre aux uns et aux autres de vivre une expérience forte, une expérience de la rencontre avec Dieu et avec la foi. Et donc c'est un témoignage de foi que je veux permettre aux gens de découvrir à l'intérieur de la cathédrale. Mon rêve, c'est qu'il y ait 14 millions de Claudel. Et que les gens puissent, à l'intérieur de la cathédrale, découvrir vraiment qui est le Christ. Ça, c'est un rêve, mais il faut avoir des rêves. Et après, je n'oublie pas que ceux qui vont venir, ce sont des gens qui, pour la plupart, la grande majorité, n'ont pas la connaissance même de la vie chrétienne et des fondements de la vie chrétienne. C'est pourquoi je souhaite qu'ils puissent entrer dans une compréhension même de ce qu'est cet édifice et de ce que sont les œuvres d'art qui sont là. C'est pourquoi la médiation culturelle, ce qu'on appelle la médiation culturelle, les explications leur permettront de découvrir un petit peu ce qui est signifié à l'intérieur de la cathédrale. Alors vous le disiez juste avant aussi, vous avez souhaité un aménagement du trésor. Avant qu'on regarde une capsule sur ce sujet, est-ce que vous pouvez juste nous dire un peu les enjeux et qu'est-ce que c'est que le trésor? Le trésor, en fait, c'est presque comme un musée à l'intérieur de la cathédrale. C'est-à-dire que c'est un lieu dans lequel il y a des vitrines qui exposent ce qui est la richesse même de la cathédrale, de l'orfèvrerie, des ornements, mais il y a aussi la tunique de Saint-Louis, il y a des crosses, des anneaux épiscopaux, des tas d'objets qui retracent l'histoire de la cathédrale depuis ses débuts et qui sont là et qui sont présentés au public. Alors juste avant qu'on accueille nos deux prochains invités pour en parler, je vous propose de découvrir ce reportage au cœur des préparatifs de la réouverture du trésor de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et on se retrouve juste après. Alors quand on parle du trésor de Notre-Dame, on parle de cette collection d'objets précieux qui sont conservés et présentés au public dans la sacristie. Ça représente à peu près 250 œuvres, mais la collection est bien plus large. Il y a plusieurs milliers d'objets. Pour le plus ancien, on va du XIe siècle jusqu'au XXIe siècle. Donc il y a un réel enjeu de conservation pour la transmission de ces collections. Alors le cahier des charges, c'est de présenter au mieux les œuvres qui appartiennent à la cathédrale et de s'inscrire dans un monument qui a une histoire, donc de se faire discret tout en magnifiant les œuvres. Quand on commence à rentrer dans le détail, il y a beaucoup de choses qui sont très spécifiques à Notre-Dame. Donc il faut aller dedans pour comprendre les hauteurs et pour savoir comment on va pouvoir inscrire les nouvelles choses dedans sans abîmer les anciennes. Il y a des œuvres qui vont être présentées à la fois dans des vitrines patrimoniales et aussi dans des nouvelles vitrines qu'on va créer. Mais là, donc, il y a des vitrines Viollet-le-Duc et puis des nouvelles vitrines que nous, on va venir construire. Donc vous le voyez particulièrement celle-ci qui vient s'inscrire complètement dans la niche. Donc c'est pas simple pour les plans techniques parce qu'on voit qu'il y a tous ces petits arceaux et qu'il va falloir les épouser. Ce sont des objets en fait, qui ont une dimension sacrée et qui sont utilisés pour les offices liturgiques tout au long de l'année à la cathédrale. Alors le trésor est repensé pour sa réouverture. Alors nous sommes repartis des bases mises en place en 2012. On va se servir des anciens, de tout ce qu'ils nous ont transmis et de tout ce qu'on peut apprendre de ce qui s'est fait pour construire quelque chose de nouveau, mais qui s'inscrit en respectant ce qui a été. On s'insère de la façon la plus respectueuse et donc les nouvelles vitrines, en tout cas les nouvelles interventions qui prendront place dans la cathédrale seront en effet le plus transparentes possible. Si on pouvait avoir des vitrines invisibles, c'est un petit peu ce qu'on souhaiterait. Donc notre travail, ça a été de travailler un peu sur le maximum d'invisibilité. Tout en mettant l'accent sur ces trois dimensions, la dimension liturgique, la dimension historique de ce trésor, donc comme je l'ai évoqué, très en lien avec l'histoire de la cathédrale, de Paris et même plus largement de l'histoire de France, la dimension artistique sur laquelle là aussi il y aura un nouveau regard qui n'existait pas précédemment, et rappeler aussi, par ce biais-là finalement, le rôle de l'Église de tout temps en tant que commanditaire et mécène de la création artistique. Alors ce soir, vous l'avez compris, on accueille vraiment tous les protagonistes, tous les acteurs de cette réouverture de la cathédrale. Et j'accueille sur le plateau nos deux nouveaux invités. Bonsoir Olivier Josse et Sibylle Bellamy-Brown, respectivement secrétaire général et responsable de l'accueil des publics à Notre-Dame de Paris. J'aimerais m'adresser d'abord à vous, Olivier. Si
mes informations sont bonnes, votre travail il consiste justement à décliner toute la vision du recteur qu'on vient d'entendre. J'imagine qu'il y a toute une équipe. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Comment on décline opérationnellement tous les projets, toute la vision qu'on vient d'entendre? Vous savez, c'est ce qui est extraordinaire quand on fait une petite émission comme celle-là, c'est qu'on voit se décliner au fur et à mesure du déroulement de l'émission tous les projets sur lesquels on travaille. Et c'est-à-dire que derrière chacun de ces projets, vous avez des personnes qui travaillent ardemment, avec une passion extraordinaire, la volonté de veiller à ce que tout soit prêt pour la réouverture. Et donc, moi, mon rôle, effectivement, c'est d'animer cette équipe, de veiller à ce que tout le monde puisse avoir les moyens de cette ambition de la réouverture. Et c'est évidemment une très grande ambition, comme vous l'avez souligné à plusieurs reprises. Alors, Monseigneur Ribalo-Dumas, qui était avec nous juste avant, parlait de 14 millions de visiteurs. Comment on organise, comment on anticipe un tel flux, une telle logistique? Oui, en effet, c'est de fait autour de 14 à 15 millions de visiteurs qui sont annoncés au moment de la réouverture. On sait bien que l'émotion qu'a suscité cet événement de 2019 a provoqué une émotion mondiale et que l'intérêt est renouvelé et renforcé pour la cathédrale. Alors, évidemment, il faut organiser les choses de façon très, très claire pour l'ensemble des visiteurs, veiller à une signalétique d'ensemble à l'intérieur de la cathédrale, mais aussi à l'extérieur de la cathédrale, et donc veiller à une communication avec la ville de Paris, avec l'État, pour que l'accès des visiteurs soit facilité dès leur arrivée sur le site de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est un premier point. Puis, il faut faciliter les choses. Le recteur annonçait tout à l'heure que les visiteurs individuels allaient entrer par le portail central. Mais nous avons veillé à ce que les groupes, les pèlerins, puissent entrer par le portail nord de la façade. Et donc, ils auront cette entrée qui leur sera dévolue et qui sera également réservée aux personnes en situation de handicap. Et puis aussi, une autre entrée est prévue à la cathédrale pour veiller à ce que les fidèles, lorsqu'ils viennent assister à un office, puissent avoir également leur entrée. Et donc, c'est une entrée qui sera dévolue également au moment des offices pour l'accès des fidèles à la cathédrale. Est-ce qu'on réfléchit, c'est une question que moi j'entends souvent, ceux qui viennent prier dans une église veulent du silence pour prier, ceux qui viennent visiter veulent pouvoir visiter et contempler et discuter de leur visite. Comment on réfléchit ces flux, ces attentes qui ne sont pas du tout les mêmes dans un édifice comme ça? C'est sûr que cette dimension de la différenciation des différents flux et des différents visiteurs qui se présentent à l'entrée de la cathédrale, que ce soit des personnes qui sont intéressées par la qualité patrimoniale de l'édifice, et évidemment pour les fidèles qui veulent retrouver la cathédrale et venir y prier, il faut veiller à la sérénité de l'ensemble de l'édifice. Et c'est tout le travail que nous faisons avec Sybille Bellamy-Braun, qui est de veiller à apporter des outils pour que les visiteurs, que les pèlerins, que les fidèles puissent trouver tous ces outils à leur disposition au moment de la réouverture, et que l'ambiance à l'intérieur de l'édifice soit respectueuse, qu'elle soit silencieuse, et qu'on veille à tout cela en même temps. Alors justement, vous parliez de l'équipe, Sybille, c'est vers vous que j'ai envie de me tourner maintenant. Vous êtes responsable des contenus, justement, des dispositifs d'accueil de ces visiteurs. Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu ce qui se prépare sur ces contenus d'accueil de personnes qui viennent du monde entier et avec ces attentes différentes? Alors, je suis responsable des contenus et de plein d'autres petites choses. C'est un peu compliqué parce qu'on accueille 14 millions de visiteurs avec des attentes, comme vous le dites, très très différentes. La première chose, c'est de veiller à les accompagner dès le début, cette volonté pour eux de rentrer dans la cathédrale. Donc, nous avons certains dispositifs comme une application mobile qu'on est en train de lancer progressivement et qui permet à chacun, dès sa volonté de venir nous rencontrer et de rencontrer l'édifice, de commencer déjà sa visite ou son pèlerinage, puisque nous aurons... c'est une application pour tous et donc nous aurons la possibilité de parler aussi bien aux fidèles, aux pèlerins et aux visiteurs occasionnels ou réguliers progressivement dans la cathédrale. Et bien sûr, nous avons conscience du nombre de langues dont il faudra effectivement qu'il faudra décliner. Et par ailleurs, cette application mobile, elle se décline aussi en audio description et on a à cœur de travailler avec l'ensemble des acteurs qui vont nous accompagner sur les différentes déficiences que nous allons essayer de pallier progressivement. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième, évidemment, tout le monde n'a pas envie de découvrir la cathédrale avec une application. Donc nous avons des livrets
et puis un certain nombre, Olivier Josse l'a dit, de signalétique à l'intérieur de la cathédrale pour pouvoir mener cette rencontre. Alors cette rencontre, on la veut avec l'édifice, on la veut avec Dieu. Le but n'est pas de rentrer dans effectivement un musée et n'est pas de tout expliquer, il y a cette volonté de se laisser approcher. J'aimerais vous poser une dernière question parce que justement sur ces différents publics, on parle du recul de la spiritualité souvent, et donc pour transmettre, il faut parler aux jeunes pour faire découvrir cette cathédrale. Est-ce que vous avez une attention particulière sur ce jeune public pour le faire découvrir la cathédrale ? Oui, nous avons évidemment une attention pour le jeune public. Il y a une chose que je voudrais rajouter. Nous, dans notre volonté d'accueillir, on accueille d'abord avec des personnes. C'est-à-dire qu'on a 500 bénévoles qui viennent rejoindre un peu nos équipes parce que la rencontre, la visitation, comme le dit le recteur, elle se fait aussi de personne à personne. Et donc, nombre de bénévoles viendront et on a un service pour accueillir et accompagner dans la visite des plus jeunes, des groupes scolaires et autres, ou familles. C'est la première chose. Et puis la deuxième, évidemment, dans l'application ou dans les livrets, on a pensé à des jeunes, et donc on a pensé à des jeux d'observation, on a pensé à des énigmes, enfin des points d'attention, en tout cas faire en sorte progressivement, à travers quelques outils, des pliants ou autres, que ces jeunes, quel que soit leur âge, puissent découvrir en plusieurs langues, parce que c'est sur le même sujet, en plusieurs langues, puissent découvrir tel ou tel aspect et se laisser approcher par cet édifice. Il y aura combien de langues ? Alors, nous espérons 6 langues dès le début, et puis progressivement, évidemment, on va en rajouter. La mission est longue, hein, vous l'avez bien compris, donc il faut nous laisser le temps de traduire tous ces contenus. Merci infiniment, Sybille et Olivier, d'être venus nous partager un petit peu ces préparatifs sur l'accueil du public. Petit à petit, on approche de la fin de l'émission, mais juste avant, je vous l'avais promis en début d'émission, on va répondre à vos questions. Vous avez été très nombreux à nous poser des questions sur cette réouverture et on avait à cœur de les prendre en compte. Donc je vais réaccueillir sur le plateau 2 de nos invités pour qu'ils puissent répondre à toutes les questions que vous nous avez posées. Monseigneur Ribado-Dumas, merci de nous avoir rejoints, et Robert Leblanc, merci d'être de retour pour répondre aux questions que nous ont posées les spectateurs. La première, qui revient très souvent, c'est de savoir si la réouverture de la cathédrale Notre-Dame signifie la fin des travaux. Malheureusement, non. C'est-à-dire que dès la réouverture de la cathédrale commenceront d'autres travaux. D'abord, c'est ce qu'on appelle la phase 3, c'est-à-dire que le chevet de la cathédrale, l'arrière de la cathédrale est très abîmé. Et l'établissement public va refaire le chevet de la cathédrale, puis également des arcs-boutants dans la nef. Et puis parallèlement, la ville de Paris va travailler sur les abords de la cathédrale, c'est-à-dire aussi bien sur le parvis que sur les jardins qui sont du côté de la Seine. Donc si nous pourrons réintégrer la cathédrale, ce sera dans des conditions sans doute quelquefois difficiles, avec un parvis qui n'existera pas, et il y aura des travaux certainement au moins jusqu'en 2028 ou 2029. Il y a une autre question qui revient souvent, je ne sais pas qui veut répondre, c'est autour des vitraux. On en a assez peu parlé, mais c'est vrai que c'est un des éléments très importants de l'édifice. Les vitraux de Viollet-le-Duc, je lis la question, vont-ils être réinstallés dans la cathédrale ? Alors, dans la cathédrale, il n'y a pas que des vitraux de Viollet-le-Duc, il y a des vitraux de toutes les époques. Mais peut-être que dans la question, il y a aussi sous-jacente celle de savoir qu'est-ce qu'il en est de ces vitraux contemporains dont on a beaucoup parlé. C'est vrai que le président de la République, le 8 décembre, a annoncé qu'il souhaitait, avec l'archevêque de Paris, qu'il y ait des vitraux contemporains qui soient dans 6 des 7 chapelles qui sont au sud de la cathédrale. Donc pas les rosaces, pas les vitraux médiévaux, mais des grisailles de Viollet-le-Duc, en disant, mais l'archevêque a dit, mais voilà, il faut signifier qu'il y a eu un incendie, que cette cathédrale a été marquée, et puis qu'elle renaît aussi. Et de la même façon que la cathédrale a traversé les siècles par des œuvres d'art qui s'étalent tout au long de son existence, depuis plus de 860 ans, mais il est important que le 21e siècle laisse son empreinte dans la cathédrale. Mais quelles sont les personnes qui créent ces vitraux contemporains ? Alors pour l'instant, nous sommes dans une phase justement de concours pour que les personnes puissent créer ces vitraux. Et donc ce sera une alliance entre un artiste et un maître verrier qui sera retenu. Mais c'est l'État qui commande, et Robert, oui, c'est ça mieux que moi. Oui, c'est une question que je voulais vous poser, c'est est-ce que les personnes qui nous écoutent, quand elles participent financièrement à la reconstruction, à l'aménagement de Notre-Dame de Paris, participent à ces vitraux contemporains ? Alors, pas sur ces vitraux. Ces vitraux seront une commande spéciale de l'État et financés par le ministère de la Culture et pas du tout par les donateurs qui financent 2 choses, je le redis,
très largement la reconstruction de la cathédrale, une contribution énorme, on en a parlé au début, et qui finance et continue de financer les aménagements intérieurs qui permettent de redonner vie à cette cathédrale, qui est une église catholique, qui n'est pas juste un monument hérité du passé, et les vitraux contemporains en attestent que c'est une église vivante, et pas simplement un héritage de siècles lointains. Moi, quand je vous écoute, là, on voit bien tout le mobilier, tout le travail qui est fait. On entend plein de chiffres. Juste pour qu'on se rende compte, il manque combien, si je puis dire, pour arriver à mettre le coup de pinceau final à tout ce mobilier, à tout ce travail? Avec ce qu'on voit aujourd'hui, on a besoin de collecter encore plus d'1 million. Alors il y a eu tellement de millions, on pourrait dire ce n'est plus qu'1 million, mais 1 million c'est quand même beaucoup d'argent. Donc je rappelle qu'on met le lien dans la description pour les gens qui veulent continuer de pouvoir donner, de pouvoir soutenir cet aménagement, cette reconstruction de Notre-Dame de Paris. Qui est en dehors de la souscription nationale, qui est vraiment dédiée aux aménagements de la cathédrale. Puis l'avantage, c'est comment on pourra voir les aménagements qu'on aura financés, c'est-à-dire que c'est concret, quoi. On en voit une bonne partie, et des très beaux, et le recteur en a bien parlé, et puis aussi ce qu'on ne voit pas et qui est nécessaire, il faut un éclairage, une sono, beaucoup d'équipements techniques, des espaces pour la répétition de musique sacrée, par exemple, ce qu'on appelle les espaces de service. Donc beaucoup de choses qu'on ne voit pas et qui font partie de ces choses nécessaires, qui incombent à l'affectataire, c'est-à-dire le bénéficiaire de cet édifice qui le fait vivre. Alors justement, là, vous me donnez une transition parfaite pour une autre question qui revient souvent sur la sécurité. La sécurité de toutes ces œuvres, la sécurité du public, dans des contextes qui sont parfois un petit peu anxiogènes. Comment est réfléchi ce sujet ? Alors, il y a deux domaines dans la question que vous posez. Il y a la question de la sécurité incendie, puis il y a la question de la sûreté des personnes. Dans la sécurité incendie, vous pouvez bien imaginer que c'est quand même une préoccupation majeure de l'établissement public en charge de la reconstruction. Donc il y a des systèmes techniques très perfectionnés qui sont mis en place, notamment dans ce qu'on appelle la forêt, c'est-à-dire la charpente de Notre-Dame, avec ce qu'on appelle la brumisation, c'est-à-dire qu'il y aura des tuyaux le long des poutres des charpentes qui, dès qu'il y aura un signal, émettront des gouttelettes d'eau, et ces gouttes d'eau empêcheront un feu de démarrer. Et puis l'autre chose, c'est la sécurité globale du bâtiment, avec des caméras, un système de caméras, de visiosurveillance, d'intrusion, etc. La sûreté des personnes, c'est aussi quelque chose de très important, parce que pour moi, recteur, c'est important que les gens puissent vivre sereinement à l'intérieur de la cathédrale. Alors on sait bien que la cathédrale, c'est un lieu phare, et c'est un lieu important, emblématique, et donc il y aura un contrôle à l'entrée des personnes, par des personnes habilitées à le faire, pour qu'on soit sûr que les gens puissent, en fonction de la vigilance que nous devons avoir, puissent entrer et vivre sereinement leur visite ou leur prière dans la cathédrale. Alors il y avait d'autres questions, mais qu'on a déjà évoquées ensemble, donc je n'y reviens pas, sur l'accessibilité, sur le financement, sur les différents mobiliers liturgiques, les choix d'aménagement. Je vous remercie infiniment d'être venu, Monsieur Robert Leblanc, Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, nous partager un petit peu ces derniers défis de ce chantier titanesque qui est en train d'être relevé. Merci, et à très vite, on se retrouve dans 8 mois pour la réouverture de la cathédrale. Merci à vous. Merci. Nous voici arrivés au terme de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis surtout d'en savoir plus sur les derniers travaux, sur les préparatifs de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris dans 8 mois. Je tiens à remercier spécialement nos invités du soir qui nous ont éclairés sur ces travaux, sur ces chefs-d'œuvre en préparation que vous allez pouvoir découvrir vous aussi avec nous lors de cette réouverture. Je remercie donc Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas qui nous a accueillis pour cette émission inédite, mais aussi Robert Leblanc, l'archevêque de Paris, Monseigneur Laurent Ulrich, Yona Vautrin, Guillaume Bardet, les deux artistes qui ont pris le temps de répondre à nos questions, mais aussi un grand merci à Musique Sacrée, à Adeline Crépé, Henri Chalet et Yves Castagnier. Merci aussi à Nathalie Crinière, à Flora Tanguy pour leur présentation du Trésor. Et enfin à toute l'équipe de la cathédrale, je pense notamment à Laurent Prade, Olivier Josse et Sybille Bellamy. Je termine pour vous rappeler que tous ces travaux qu'on vous a présentés ce soir, tous ces aménagements sont aussi permis grâce à votre générosité, grâce à vos dons, et que cette collecte continue. Vous avez le lien qui s'affiche sous la vidéo et on compte encore sur votre générosité pour arriver au bout de tous ces travaux d'aménagement. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée et à dans 8 mois.